je suis jeté, quoi. Ouais. Mais j'ai la chanson qui parle de... La question tomba presque à voix basse, au milieu des projecteurs tamisés du studio. Pendant une seconde, tout sembla se figer. Même l'air avait changé. Patrick Fiori baissa les yeux comme un homme qui venait soudain d'ouvrir une porte restée verrouillée pendant des décennies. Ses doigts se crispèrent là légèrement contre la coudoir du fauteuil, puis il souffla une phrase si discrète qu'elle aurait presque pu se perdre dans le silence. Oui, une fois, ce n'était pas la réponse d'une star habituée au plateau télévisé. C'était celle d'un homme fatigué de protéger certains souvenirs. L'intervieweur hésita avant de poser la question suivante, conscient que quelque chose venait de basculer. Et qui était-elle ? Alors, Patrick releva lentement la tête. Son regard semblait déjà ailleurs, loin du studio, loin des caméras, peut-être perdu dans une cuisine corse baignée par la lumière du matin ou dans un vieux couloir de tournée oublié depuis longtemps. Ariane. C'était toujours Ariane. Et soudain, toute l'image publique construite pendant 30 ans commença à se fissurer. Pendant des années, le public avait cru connaître l'histoire sentimentale de Patrick Fiori. Les magazines avaient façonné des romances presque mythologiques autour de lui. D'abord, Lara Fabian, l'amour incandescent, deux voix immenses emportées par la même tempête émotionnelle. Puis Julie Zenati, la complicité née sous les lumières de Notre-Dame de Paris. Ce couple que les fans regardaient comme une évidence romantique. Mais derrière les couvertures glacées, derrière les photographies parfaitement cadrées, il existait une autre histoire, une histoire beaucoup plus silencieuse, plus adulte aussi, et surtout infiniment plus complexe. Ce soir-là, dans ce studio presque immobile, Patrick ne parlait plus comme un chanteur, il parlait comme un homme qui réalise qu'il a peut-être laissé derrière lui la seule personne capable de le comprendre entièrement. À la fin des années 1990, la France entière vivait au rythme de Notre-Dame de Paris. Les chansons passaient partout, dans les voitures, les cafés, les chambres d'adolescents. Patrick Fiori, propulsé au rang de phénomène national grâce à Beda au rôle de Claude Phébus, découvrait une célébrité brutale, presque irréelle. Les tournées s'enchaînaient, les interviews aussi. Les hôtels devenaient des maisons temporaires. Il avait à peine le temps de respirer. Puis il y eut cette rencontre avec Lara Fabian. Dans les coulisses d'une cérémonie parisienne, deux univers déjà gigantesques entrèrent en collision. Ceux qui étaient présents ce soir-là raconteront plus tard une forme d'évidence immédiate. Pas un flirt mondain, pas une aventure de célébrité, quelque chose de plus intense, de presque dangereux. Lara possédait cette profondeur émotionnelle qui fascinait Patrick. Lui, de son côté, incarnait une sensibilité méditerranéenne à fleur de peau qui désarmait la chanteuse. Ensemble, ils semblaient alimenter mutuellement leurs blessures et leurs élans. Le problème, c'est que certaines histoires deviennent impossibles à vivre dès qu'elles appartiennent au public. Très vite, leur relation cessa d'être intime. Les photographes les attendaient devant les restaurants. Les journalistes analysaient leurs regards pendant les remises de prix. Chaque geste devenait un symbole. Chaque silence alimentait des rumeurs et au milieu de cette surexposition permanente, ils commencèrent lentement à s'épuiser. Plus tard, Patrick dira une phrase qui résumait tout avec une simplicité presque douloureuse. Nous nous aimions en pleine lumière. Or, la lumière parfois consume davantage qu'elle ne réchauffe. Leur séparation en 2000 ne fut ni explosive ni théâtrale. Aucun scandale, aucun règlement de compte public. Seulement deux êtres profondément attachés l'un à l'autre qui comprirent qu'ils ne survivraient pas à cette intensité permanente. Pourtant, même des années après, quelque chose demeurait dans sa façon de prononcer le nom de Lara, une tendresse intacte. Comme un chapitre brûlant qu'on ne relit plus mais qu'on n'oublie jamais. Puis vint Julie Zenati, une relation totalement différente, moins volcanique peut-être, mais infiniment plus quotidienne. Ils avaient grandi ensemble dans le tourbillon de Notre-Dame de Paris. Elle était encore très jeune, impressionnée par la violence de l'industrie musicale, et Patrick devint rapidement une présence protectrice. Entre eux, l'amour naquit moins dans les grands gestes que dans les détails invisibles. Les répétitions tardives, les conversations dans les bus de tournée, les moments de fatigue après les concerts, lorsque les artistes retrouvent enfin leur visage sans maquillage.
Pendant 7 ans, ils construisirent une vie presque fusionnelle. Le public adorait cette histoire. Il représentait une forme de romance artistique idéale. Mais cette proximité constante finit par brouiller leurs frontières personnelles. À force de tout partager, la scène, les chansons, les voyages, les interviews, ils commencèrent à ne plus savoir où l'un s'arrêtait et où l'autre commençait réellement. Leur séparation en 2007 fut d'une douceur étrange, pas de guerre, pas d'amertume, seulement la fatigue de 2 personnes qui s'étaient aimées sincèrement mais qui comprenaient qu'elles risquaient de se perdre elles-mêmes en restant ensemble. Julie parlera toujours de Patrick avec gratitude et lui aussi conservera pour elle une affection profonde. Pourtant, malgré la place immense occupée par Lara Fabian puis Julie Zenati dans l'imaginaire collectif, aucune de ces histoires n'était celle qui revenait hanter les silences de Patrick Fiori des années plus tard, car au moment où le public croyait connaître toute sa vie sentimentale, une autre femme avançait déjà discrètement vers lui, loin des flashs, loin des fantasmes médiatiques. Une femme qui n'allait pas seulement partager sa vie, mais en changer entièrement le rythme. Partie 2. Décembre 1999. Les projecteurs du concours Miss France balayent la salle dans une lumière presque irréelle. Les sourires sont calibrés, les robes étincellent sous les flashs et derrière les coulisses, tout le monde joue un rôle. Patrick Fiori, alors au sommet de la vague Notre-Dame de Paris, fait partie du jury. Il sourit, répond aux journalistes, serre des mains, mais intérieurement, il semble déjà fatigué de cette mécanique permanente de la célébrité. Puis son regard s'arrête sur une jeune femme venue représenter Rhône-Alpes. Ariane Quatrefages, mais Piaz et Diaz n'est pas la plus bruyante ni la plus démonstrative. Ce n'est même pas sa beauté qui le frappe d'abord, c'est son calme, une présence presque inhabituelle dans cet univers saturé d'apparence. Elle parle doucement, observe beaucoup, semble totalement étrangère à l'agitation autour d'elle. Ce soir-là, ils échangent de quelques mots, à peine, rien qui ressemble encore à une histoire d'amour. Pourtant, des années plus tard, Patrick évoquera cette rencontre comme le début silencieux de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Quelques mois passent, le succès continue d'engloutir sa vie. Les tournées se prolongent jusqu'à l'épuisement, les nuits deviennent courtes, les villes se mélangent dans sa mémoire. Puis, un soir, après une représentation de Notre-Dame de Paris, Ariane réapparaît dans les coulisses. Cette fois, elle n'est plus une candidate observée par les caméras, elle est simplement elle-même. Et c'est précisément ce qui désarme Patrick. Il dira plus tard qu'elle est arrivée au moment parfait. Une phrase simple, presque banale en apparence, mais qui cache une vérité beaucoup plus profonde, car derrière l'image du chanteur adulé, Patrick traversait déjà une forme de fatigue intérieure. La célébrité lui avait offert tout ce qu'il avait rêvé plus jeune, la reconnaissance, les salles pleines, les chansons reprises partout, mais elle avait aussi créé une distance étrange entre lui et le reste du monde. Beaucoup semblaient aimer le personnage, peu chercher en réellement l'homme derrière lui. Ariane, elle ne paraissait pas fascinée par la star. C'était peut-être la première fois depuis longtemps qu'il rencontrait quelqu'un qui ne regardait pas Patrick Fiori, mais Patrick Chouchaïan, ce fils de famille corse et arménienne, encore traversé par des doutes profonds malgré le succès. Leur relation se construisit lentement, presque à contre-courant de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Pas de couverture de magazine, pas de démonstration publique. Il se protégeait instinctivement du regard extérieur. Ariane n'aimait pas les mondanités. Elle préférait les conversations longues aux soirées parisiennes. Ancienne mannequin, elle possédait pourtant tous les codes de ce milieu, mais semblait vouloir s'en éloigner. Ce qui fascinait Patrick, c'était sa capacité à créer du calme autour d'elle. Une forme de stabilité qu'il n'avait jamais réellement connue. Quand ils s'installèrent ensemble, entre Paris et la Corse, leur quotidien prit un rythme presque inattendu pour quelqu'un habitué à vivre dans l'urgence permanente. Le matin, il y avait le bruit du café dans la cuisine, les enfants plus tard, les chansons écrites tard dans la nuit, des silences aussi, beaucoup de silences. Pas des silences froids, mais ceux des couples qui n'ont plus besoin de remplir chaque espace avec des mots. Ariane participait discrètement à son univers artistique. Elle écrivait, corrigeait parfois certaines paroles, apportait une sensibilité différente, plus intérieure, plus retenue. Sur plusieurs albums, son empreinte existait déjà sans que le public le sache réellement. Patrick, lui, protégeait farouchement cette frontière entre leur vie intime et le spectacle. Il refusait qu'on réduise Ariane à la femme d'eux.
Il savait qu'elle possédait sa propre intelligence créative, sa propre profondeur. En 2008, il se marie presque loin du vacarme médiatique. Puis viennent leurs fils. Seven d'abord. Ensuite, Gabin. Pour la première fois, peut-être, Patrick découvre une forme de bonheur qui ne dépend plus des applaudissements. Ses proches remarquent un changement chez lui. Il devient moins dispersé, plus ancré. Il rentre plus vite après les concerts, refuse davantage certaines apparitions publiques. Comme s'il essayait enfin de construire quelque chose qui survivrait aux tournées et au succès passager. Ceux qui fréquentaient leur maison en Corse parlent encore aujourd'hui d'une atmosphère étonnamment simple, des repas interminables, des amis musiciens de passage, les enfants courant dans le jardin pendant qu'au loin la mer avalait lentement la lumière du soir pendant longtemps. Patrick sembla croire qu'il avait enfin trouvé l'équilibre, mais les histoires les plus fragiles ne se brisent pas toujours dans le bruit. Parfois, elles s'usent dans la lenteur. Avec les années, quelque chose commença à changer entre eux, sans que aucun des deux ne sache vraiment à quel moment précis la distance s'était installée. Il y avait toujours de l'affection, toujours du respect, mais la vie quotidienne avait remplacé l'intensité des débuts. Patrick continuait à voyager énormément. Les responsabilités familiales grandissaient. Les silences, autrefois paisibles, devenaient parfois plus lourds. Et surtout, il y avait cette sensation difficile à expliquer, celle d'un homme qui, après avoir enfin trouvé la paix, ne savait plus vraiment comment habiter cette tranquillité sans la confondre avec l'éloignement. Des années plus tard, lorsqu'il reviendra sur cette période, il dira quelque chose de bouleversant par sa sincérité. Elle m'a donné la paix, et moi, je ne savais pas vivre en paix. Cette phrase semblait résumer tout le drame invisible de leur histoire, car au moment même où Ariane construisait autour de lui un foyer stable et silencieux, une autre partie de lui continuait peut-être à chercher l'agitation émotionnelle à laquelle il avait été habitué pendant toute sa vie d'artiste, et c'est précisément dans cette faille discrète, presque imperceptible au départ, qu'une autre rencontre allait bientôt s'engouffrer, une rencontre inattendue qui allait bouleverser non seulement son mariage, mais aussi la manière dont le public regarderait désormais toute son histoire. Partie 3. L'automne 2021 s'installa doucement sur Toulouse avec cette lumière orangée qui donne parfois aux fins de concert une mélancolie particulière. Après 2 heures sur scène, Patrick Fiori saluait encore le public pendant que les techniciens commençaient déjà à démonter les structures métalliques derrière le rideau. Les applaudissements résonnaient encore dans les couloirs lorsqu'il regagna les loges, fatigué, vidé comme souvent après les spectacles. Depuis des années, sa vie suivait ce même rythme mécanique. Scène, hôtel, interview, retour en famille, puis départ à nouveau. Une existence remplie de monde, mais étrangement solitaire par moments. Ceux qui travaillaient avec lui remarquaient depuis quelque temps une forme de distance dans son regard. Rien de spectaculaire, juste cette fatigue silencieuse des hommes qui ont longtemps essayé d'être à la hauteur de toutes les versions d'eux-mêmes, l'artiste, le mari, le père, la figure publique. C'est ce soir-là qu'il rencontre Charline, une jeune enseignante venue simplement assister au concert. Pas une personnalité médiatique, pas une femme du milieu artistique, rien dans son attitude ne cherchait à séduire ou impressionner. Et c'est précisément ce qui troubla Patrick presque immédiatement. Selon plusieurs proches, leur première conversation se prolongea bien après le départ de la majorité de l'équipe technique. Les couloirs étaient presque vides, les voix résonnaient faiblement dans la salle encore tiède des dernières vibrations du concert. Charline lui parlait normalement, sans précaution particulière, comme si elle ignorait totalement le poids de son image publique. Cette absence de fascination le désarma profondément. Depuis si longtemps, les gens approchaient le chanteur avant d'approcher l'homme. Avec elle, il eut soudain la sensation étrange de redevenir quelqu'un de simple. Au début, il ne s'agissait que de messages, puis de longues conversations tard dans la nuit, des appels entre 2 déplacements, des silences partagés aussi. Patrick semblait retrouver une légèreté que ses proches ne lui avaient plus vue depuis longtemps. Ce n'était pas une passion explosive comme avec Lara Fabian, ni cette fusion artistique qui avait marqué son histoire avec Julie Zenati. C'était autre chose, quelque chose de plus calme mais aussi de profondément déstabilisant. Charline appartenait à un monde entièrement différent du sien.
Un monde sans photographe, sans récit signé, sans pression médiatique, sans personnage à maintenir en permanence. Et plus il passait du temps avec elle, Yann, plus il semblait découvrir à quel point il étouffait depuis des années sous le poids invisible de sa propre vie. Lorsque leur relation devint sérieuse, Patrick tenta d'abord de préserver l'équilibre fragile qu'il avait construit avec Ariane Quatrefages, mais intérieurement, quelque chose avait déjà basculé. Les allers-retours entre Paris, la Corse et le sud de la France se multiplièrent. Ses proches sentaient une tension silencieuse grandir autour de lui, personne ne parlait vraiment. Tout le monde comprenait pourtant qu'une fracture était en train de s'ouvrir. Ce qui rendait la situation encore plus douloureuse, c'était l'absence totale de conflit apparent, aucun scandale, aucun cri public. Seulement un éloignement progressif entre deux personnes qui avaient partagé 20 ans de vie commune. Les histoires les plus longues meurent souvent ainsi, dans une succession de petits silences que personne ne remarque tout de suite. Quand Patrick quitta finalement le domicile familial en 2022, beaucoup furent choqués par la rapidité des événements. Lui qui avait toujours protégé sa vie privée se retrouvait soudain au centre de rumeurs insistantes. Pourtant, publiquement, il resta presque muet, comme Ariane. Leur séparation se déroula dans une discrétion presque irréelle pour deux figures aussi connues. Pas d'interview croisée, pas de déclaration blessante. Rien, seulement le silence. Ce même silence qui allait plus tard hanter ses propres confessions. Patrick s'installa à Ajaccio, dans un appartement moderne ouvert sur la mer. Ceux qui lui rendaient visite durant cette période racontaient un homme partagé entre soulagement et culpabilité, comme s'il respirait enfin tout en ayant conscience d'avoir détruit quelque chose d'essentiel pour y parvenir. Puis arriva la naissance de son troisième fils, Ange, au début de l'année 2023. Le prénom lui-même semblait chargé d'un symbolisme évident. Une renaissance, une seconde chance. Patrick devenait père à nouveau à un âge où beaucoup commencent déjà à regarder leur passé plus que leur avenir. Avec Charline, il découvrait une vie beaucoup plus retirée du tumulte médiatique. Elle refusait les interviews, les apparitions publiques, les photographies officielles. Leur relation existait presque entièrement hors du regard du public. Et paradoxalement, c'est peut-être cette invisibilité qui la rendait si précieuse à ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Patrick pouvait vivre une histoire sans devoir constamment la partager avec le monde entier, mais quelque chose troublait encore ceux qui l'écoutaient attentivement. Ses nouvelles chansons devenaient plus introspectives, plus mélancoliques aussi. Derrière les textes évoquant la renaissance et la paix retrouvée, une nostalgie persistante apparaissait parfois entre les lignes. Lorsqu'on lui parlait d'amour dans les interviews, il répondait souvent avec prudence, comme un homme incapable de trancher définitivement entre gratitude et regret. Il parlait avec tendresse de Charline, de leur fils, de cette nouvelle vie plus calme. Pourtant, certains silences revenaient toujours au moment d'évoquer le passé, comme si une partie de lui restait coincée ailleurs, et puis arriva cette interview, celle qui allait tout changer. Ce soir-là, face à caméra de France Télévisions, Patrick semblait déjà plus vulnérable que d'habitude. Le documentaire retraçait toute sa carrière, Marseille, les racines arméniennes, Notre-Dame de Paris, les tournées, les chansons devenues des classiques populaires. Pendant presque une heure, il répondit avec maîtrise, évoquant son parcours avec la pudeur habituelle des artistes qui ont appris à protéger leurs blessures. Puis la question tomba, simple, frontale. Avez-vous déjà vraiment vécu le grand amour ? Et pendant quelques secondes, le masque qu'il portait depuis des années sembla lentement disparaître. Partie 4. Le silence qui suivit la question sembla durer beaucoup plus longtemps que quelques secondes. Dans le studio, personne ne bougeait plus. Même les techniciens, habitués pourtant aux confessions télévisées, gardèrent les yeux fixés sur Patrick Fiori, avec cette intuition étrange qu'un moment irréversible était en train de naître sous leurs yeux. Lui regardait le sol, ses mains restaient immobiles, mais son visage trahissait une fatigue émotionnelle impossible à masquer. Pas la fatigue d'une tournée ou d'un homme célèbre usé par les années, une fatigue plus profonde, celle de quelqu'un qui comprend soudain qu'il ne peut plus continuer à contourner certaines vérités.
Lorsqu'il finit par murmurer le prénom d'Ariane Quatrefages, il ne le prononça pas comme une révélation spectaculaire destinée à faire les grosses titres. Il le prononça presque avec tristesse, comme si ce nom appartenait déjà à un endroit de sa vie qu'il ne pourrait plus jamais retrouver. Quelques minutes plus tard, il développa enfin ce qu'il n'avait jamais réellement formulé publiquement auparavant. Ariane, expliqua-t-il, était la seule personne à avoir aimé l'homme avant le personnage, pas le chanteur applaudi, pas la voix connue dans toute la francophonie, pas la figure médiatique. Elle voyait Patrick Choucheillan, dit-il doucement, en insistant presque sur son véritable nom, comme pour revenir à une version plus authentique de lui-même, puis vinrent les souvenirs. Pas les grands événements que les magazines auraient aimé entendre, pas les tapis rouges, pas les voyages luxueux. Ce dont il parlait, c'était des détails minuscules. Les nuits à écrire ensemble pendant que les enfants dormaient, les cafés silencieux du matin dans leur maison corse, les moments où Ariane l'attendait après les concerts, sans jamais chercher à appartenir au spectacle. Plus il avançait dans ses confidences, plus une évidence devenait douloureusement claire. Ce qu'il regrettait n'était pas seulement une histoire d'amour perdue, c'était la paix qu'il avait été incapable de reconnaître lorsqu'il l'avait encore entre les mains, lorsqu'il prononça cette phrase « Elle m'a donné la paix et je ne savais pas vivre en paix », quelque chose changea définitivement dans la perception du public. Car soudain, toute son histoire sentimentale apparaissait sous un autre angle. Les passions médiatiques avec Lara Fabian ou Julie Zenati avaient marqué les esprits parce qu'elles étaient visibles, romanesques, presque cinématographiques. Mais Ariane appartenait à une catégorie d'amour beaucoup plus rare et beaucoup plus silencieuse. Celui qui construit lentement une existence. Celui qui traverse les années, les enfants, les doutes, les fatigues, les transformations. Celui qui finit parfois par devenir tellement stable qu'on oublie sa valeur jusqu'au jour où il disparaît. Patrick reconnut alors quelque chose que peu d'hommes célèbres osent avouer publiquement. Il avait pris cette stabilité pour acquise. Et lorsqu'une nouvelle émotion était entrée dans sa vie sous les traits de Charline, plus jeune, plus inattendue, plus légère aussi peut-être, il s'y était accroché avec la sensation confuse de recommencer à vivre. Mais il précisa immédiatement quelque chose d'essentiel. Charline n'était pas une erreur, ni un simple passage. Sa voix se fit plus douce lorsqu'il évoqua leur fils Ange. Cette nouvelle paternité arrivait à un moment où il croyait certaines parties de sa vie déjà terminées. Avec elle, expliqua-t-il, il avait retrouvé une forme de calme intérieur, une possibilité de ralentir enfin. Pourtant, même en parlant de ce présent plus apaisé, son regard semblait parfois retourner instinctivement vers le passé. C'était cela qui troublait tant les téléspectateurs. Il ne parlait pas comme un homme ayant tourné une page, il parlait comme quelqu'un qui continue à vivre avec plusieurs vérités contradictoires à l'intérieur de lui. La diffusion du documentaire provoqua immédiatement une onde de choc émotionnel chez ses admirateurs. Les réseaux sociaux explosèrent durant toute la nuit. Beaucoup furent bouleversés moins par la révélation elle-même que par la manière dont elle avait été dite. Il n'y avait ni calcul médiatique ni volonté de créer un scandale, seulement une sincérité désarmante. Certains y virent l'aveu tardif d'un immense regret, d'autres pensèrent au contraire qu'il s'agissait enfin d'une forme de libération intérieure, car après des décennies passées à transformer ses émotions en chansons, Patrick venait peut-être simplement d'accepter publiquement ce qu'il savait déjà depuis longtemps au fond de lui-même. Et au centre de tout cela, il y avait deux femmes qui réagirent exactement comme elles avaient toujours vécu, dans la discrétion. Ariane Quatrefages ne répondit jamais publiquement à cette confession, aucun message ambigu, aucune interview, aucun sous-entendu, seulement le silence, ce même silence qui avait déjà accompagné toute leur séparation. Ses proches diront plus tard qu'elle regarda l'émission seule, chez elle, sans commentaire particulier. Comme si cette vérité ne lui apprenait finalement rien qu'elle ne connaissait déjà depuis longtemps. Ceux qui continuent à travailler avec elle encore se décrivent aujourd'hui une femme sereine, concentrée sur ses fils, sur l'écriture, sur les artistes qu'elle accompagne discrètement, loin des projecteurs. Une femme qui n'a jamais cherché à gagner l'opinion publique. Charline, elle aussi, resta totalement absente du tumulte médiatique. Aucun mot, aucune réaction visible. Et peut-être était-ce précisément cela qui fascinait autant autour de cette histoire, trois adultes refusant obstinément de transformer leurs blessures en spectacle.
Dans une époque où les séparations de célébrités deviennent souvent des guerres publiques, leur silence collectif ressemblait presque à une forme ancienne de dignité. Pourtant, derrière cette retenue, une question continuait de flotter dans l'esprit du public. Lorsqu'un homme affirme à 56 ans que l'amour de sa vie appartient encore au passé. Peut-on réellement parler de passé? Aujourd'hui encore, lorsqu'il monte sur scène, quelque chose dans la voix de Patrick Fiori semble porter cette contradiction permanente. Il y a la douceur d'un homme devenu père une troisième fois, la sérénité apparente d'une vie plus discrète. Mais il y a aussi cette nostalgie difficile à nommer qui traverse certaines chansons comme une ombre silencieuse. Peut-être que la vérité la plus douloureuse n'est pas de perdre un amour, peut-être que le plus difficile est de comprendre sa valeur seulement après l'avoir laissé partir.